L'asepsie. Ah, ça n'est pas simple de trouver un consensus. Quelle diversité des pratiques et effectivement quelle diversité des circonstances en fonction du type de geste, de l'aiguille, du patient, des patients immunodéprimés que l'on a aussi en rhumatologie. Alors, je crois que d'abord, il faut essayer d'avoir des principes raisonnés et raisonnables. C'est-à-dire que entre l'augmentation de ces principes de précaution qui aboutissent à des asepsies de type chirurgical, et puis le simple geste avec on passe un coup d'alcool et on pique, il y a peut-être un juste milieu, un juste consensus à trouver entre nous, et on va pouvoir en discuter tous les trois. Euh, Déjà, quelques grands principes. Le premier principe que j'essaye de m'appliquer à chaque fois, c'est de savoir où est-ce que je mets mes interfaces entre la peau du patient, qui est sacrée, c'est là qu'il faut la préserver au maximum, les, tout ce qui va être l'interface avec la peau du patient, donc l'aiguille et le contenu de la seringue, et puis tout ce qui doit être propre, c'est-à-dire tout ce qui est l'environnement extérieur. Où est-ce que je vais mettre mon interface de stérilité? C'est-à-dire le gros débat, est-ce qu'on la met au niveau de l'aiguille, c'est-à-dire que tout ce qui est main, seringue et tout va être propre, ou est-ce qu'il faut la mettre au niveau des mains, donc avoir des gants stériles notamment, et tout ce qui va toucher, tout ce que l'on va toucher avec nos mains doit être aussi stérile. Alors, dans ce débat, eh bien, évidemment qu'il n'y a pas de réponse claire, mais certainement qu'il va falloir que l'on adapte chaque patient, chaque geste, en fonction de ces deux grands cadres que l'on a définis par rapport à cette asepsie indispensable pour une bonne rhumatologie interventionnelle. Je rappellerai déjà un chiffre tout simple, c'est que lorsqu'on fait de la rhumatologie interventionnelle standard, par rapport à nos collègues libéraux, mais en hôpital aussi, eh bien, en Loire-Atlantique, sur toute une année, eh bien, le risque d'infection iatrogène septique au niveau articulaire pour des gestes qui sont faits dans la plupart du temps sans gants stériles, avec des procédures standards d'asepsie, eh bien, il est de 1 sur 38 000. Donc c'est un risque qui reste très, très rare, qu'on va comparer à un risque d'arthroscopie qui va être 1 sur 700 ou un risque d'infection sur prothèse qui est de 1%. On n'est pas du tout dans le même cadre. Donc on n'est pas dans le cadre d'une asepsie de type opératoire. Alors après, pour l'asepsie, je considère toujours qu'il y a 3 pôles. Il y a d'une part l'asepsie du matériel. Évidemment, tout le monde utilise du matériel à usage unique, stérile, donc bien vérifier notamment les dates de péremption, c'est ce que l'on voit parfois comme erreur qui peut être faite. Tout ce qui est champ stérile doit être réservé aux gestes qu'on a vus de la deuxième catégorie. Après, il y a l'asepsie patient, et là encore, on voit beaucoup de procédures de désinfection en 5 temps qui sont préconisées. Je pense qu'il faut revenir en arrière, et effectivement, ces procédures à 5 temps pour les gestes complexes, pour les patients qui ont une hygiène qui est pas optimale, effectivement, il faut la garder. Sinon, pour des procédures standards, eh bien, une procédure en 2 temps est certainement largement suffisante. Après, au niveau de l'asepsie, au niveau du médecin, donc on a vu l'histoire de gants stériles ou pas. De toute façon, je pense qu'il faut mettre des gants quand même, des gants non stériles pour se protéger soi-même vis-à-vis soit des écoulements, soit du sang du patient qui va saignoter à ce moment-là. Si on a sur ses doigts et qu'on a des petites écorchures, eh bien on ne sait pas quelle est la qualité de contamination éventuelle de ce patient, et donc il faut se protéger soi-même. Les lunettes, eh bien, les lunettes, il faut les mettre si on a un risque de projection. Il y a aussi quelques accidents qui ont été décrits avec des projections dans les yeux, comme il y a aussi des gestes, des accidents qui ont été décrits à partir de germes spécifiquement salivaires. Il y en a encore un récent qui vient d'être programmé. Donc, deux choix pour le masque. Eh bien, soit on met un masque et on parle. Et c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on peut comme ça rassurer les patients jusqu'au des moments où on le pique, je vais vous piquer là, etc. Soit on ne met pas de masque et à ce moment-là, dès que l'aiguille est décapuchonnée, eh bien, il faut éviter de parler. Jean-Gérard, qu'est-ce que tu penses de ces principes, de ces différentes méthodes que l'on puisse appliquer par rapport à quelqu'un qui a une pratique très libérale aussi? Oui, moi j'ai les deux pratiques, effectivement libérale et hospitalière. Yves, j'aime bien cette idée que tu présentes, qu'il y a le poids de l'histoire, le poids des systèmes, à la fois des chirurgiens et puis des hygiénistes, qui fait que le niveau d'exigence a peut-être été trop élevé et pas adapté à ce que nous on fait en rhumatologie interventionnelle, et qu'il faut apporter des arguments pour réfléchir à baisser ce niveau d'exigence, à l'adapter à ce qu'on fait,
Quand on fait des gestes habituels et qu'il n'y a pas de complications particulières, effectivement, les 2 temps de lavage, c'est suffisant, le respect des règles, c'est suffisant. Et réfléchir, chaque fois se demander pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et quels sont les arguments, et pas hésiter lorsqu'il y a des situations particulières, compliquées, comme tu disais, soit parce que le patient est fragile, soit parce qu'il a des risques infectieux supérieurs, quels qu'ils soient, soit parce que les conditions environnantes sont aussi plus dangereuses. Il arrive des situations où les risques d'infection nosocomiale, par exemple, sont plus importantes. À ce moment-là, il faut peut-être élever le risque, ou parce que c'est une articulation profonde, ou parce que c'est un rachis. Mais dans toutes les autres situations, avoir effectivement un niveau simple, et où les gants, les lunettes, c'est plutôt pour protéger le médecin. Il n'y a pas besoin de blouse, il n'y a pas forcément besoin de champ, il n'y a pas besoin de calot, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, à mon avis, c'est la même réflexion et le même niveau d'exigence. En complément de ce que vient de dire le docteur Jean-Gérard Bloch, je dirais qu'à l'hôpital, on a des contraintes de par le CLIN qui sont peut-être un peu différentes de celles qu'on peut rencontrer en cabinet libéral. Et d'autre part, on s'occupe de patients potentiellement immunodéprimés ou sceptiques, à haut risque. Et effectivement, nos procédures sont probablement un peu plus lourdes à l'hôpital, mais imposées par les règles d'hygiène qui sont établies par le CLIN et qui ne sont pas forcément, bien sûr, transposables à l'activité en libéral. Et j'en veux pour preuve le fait qu'en consultation, on infiltre les patients, éventuellement sous échographie, sans toutes ces procédures et sans cette asepsie, par exemple, en 5 temps, avec des choses beaucoup plus, dégradées. Il est clair que on a plutôt tendance, pour se protéger, pour l'asepsie, d'en rajouter toujours plusieurs couches, de asepsie de ci, de ça, etc., telle précaution. En fait, peut-être ce qui est beaucoup plus important, et on le voit notamment quand on regarde de près les expériences d'asepsie de nos amis orthopédistes par rapport aux prothèses, eh bien on s'aperçoit que peut-être le plus important, ce sont les procédures. Et toujours avoir la même procédure, avoir des checklists, toujours faire de la même manière, dans le même ordre des choses, eh bien c'est peut-être là où on est le plus précautionneux et on aura la meilleure asepsie. Et le meilleur gage de sécurité. Le meilleur gage. Je trouve la discussion très enrichissante et le fait d'avoir ici des gens qui travaillent dans des secteurs d'activité complètement différents, je pense en médecine libérale, en médecine hospitalière, montre aux rhumatologues qui s'intéressent à l'échographie interventionnelle que finalement les procédures sont multiples et doivent être adaptées à chaque cas de figure. Je trouve aussi très intéressant de voir que la rhumatologie interventionnelle qui peut se faire avec un simple guidage clinique, anatomique, bien sûr, lorsqu'elle se fait avec un guidage qui soit échographique, comme on présente là, ou radiologique, permet de se reposer des questions. Et c'est un gros avantage parce que dans une pratique, on se rend compte qu'on prend des habitudes et que parfois on ne se pose pas les bonnes questions et on n'a pas forcément des procédures adaptées. C'est un des multiples avantages de cette interventionnelle rhumatologique sous échographie, c'est de se reposer les bonnes questions et de se remettre en question à chaque fois sur l'asepsie entre autres. Et je pense que, comme on le voit, à partir du moment où il y a dialogue, hospitaliers, libéraux, entre nous, quand il y a dialogue avec le CLIN, on voit qu'en fait, on arrive relativement toujours à un certain consensus qui est raisonnable et raisonné. Vous avez sur cette table un exemple de procédure utilisée dans un cadre hospitalier avec des mesures qualifiées de lourdes imposées par le CLIN. Tout le matériel est stérile. Dans un cabinet libéral, on peut bien sûr alléger cette procédure, notamment en ce qui concerne le port de gants stériles, en ce qui concerne l'utilisation d'un champ stérile ou encore d'une housse de protection stérile pour la sonde. Avant de vous lancer dans votre geste éco-guidé proprement dit, il faut au préalable préparer votre matériel. Par exemple, désadapter les aiguilles de leur capuchon plastique de façon à ce que, quand vous allez débuter votre geste, une main soit consacrée à la sonde et l'autre main soit consacrée à la prise de votre aiguille. Si vous n'avez pas fait ça au préalable, vous allez vous retrouver gêné.